c'est pas un mauvais début de saison, même si c'est pas encore parfait. On a l'impression que les morceaux du casse-tête ne sont pas encore tombés à la bonne place. Là. Je parle entre autres de Vlad et Santander, là, qui, même s'il a frappé son premier circuit en fin de semaine, c'est pas parfait encore. Et c'est ce qui est encourageant, selon moi, parce que, tu sais, Santander a frappé, tu l'as dit, son premier circuit. Vlad n'en a pas encore. Là, c'est le retour à domicile. C'est la première fois qu'on va parler à Vlad depuis la signature de son entente, parce qu'il était à l'étranger depuis ce temps-là. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet en ce milieu du mois d'avril, donc quelques semaines de jouer dans le baseball majeur. Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Aujourd'hui, il sera question de certaines blessures, d'autres qui vont peut-être avoir un impact plus sérieux sur la suite des choses. Je parle des transactions, qu'est-ce que les équipes vont faire. On va parler dans le premier bloc également de la situation des Reds et des Tigers. Il y a des similitudes, deux équipes qui pourraient être dangereuses. Par la suite, il sera question des Blue Jays de Toronto. Quelques joueurs qui ont déjà un impact sérieux. Situation des Yankees, des Rays et deux équipes surprenantes, des Giants et des Angels. Est-ce que ça va durer? Et il sera question de la journée de Jackie Robinson également. C'est ce mardi que le baseball majeur, comme à chaque année, on le fait. Donc, c'est ce mardi qu'on va célébrer la journée de Jackie Robinson. Tout le monde va porter le numéro 42, comme c'est le cas depuis quelques années, au cours de cette rencontre. C'est très important. C'est pas facile pour les descripteurs, cette journée-là. On va se le dire. Tout le monde a le même numéro. Mais quand même, je pense que c'est important de célébrer cette journée-là. Marc, on va commencer par les blessures. Hier, on se le disait, parmi toutes les blessures qui pourraient avoir un impact, la plus grosse, c'est peut-être celle de Justin Steele. Pas seulement pour ce qui s'en vient pour les Cubs, mais pour le marché des transactions. Exact. Les Cubs, un bon début de saison, ça frappe à Chicago, il y a plein de belles choses qui se produisent et là, oups, on perd évidemment un lanceur de premier plan, faut-il le dire. Alors, j'ai hâte de voir comment la direction va se comporter à ce niveau-là. Est-ce qu'on va être patient? On a testé Colin Ray dans le match de dimanche soir, il l'a bien fait. Mais est-ce que c'est la solution à long terme? Est-ce que effectivement on va commencer à cogner à des portes, même si dans une situation de la sorte, on sait fort bien que si les Cubs cognent à une porte, on va se dire, bon, ben ils vont payer le prix. Mais ça reste que Sandy Alcantara, aussitôt qu'une équipe a besoin d'un lanceur, son nom va faire surface, inévitablement, puisqu'il joue pour les Marlins. C'est pas mal ça. Ouais. Même si les Marlins jouent peut-être du baseball un peu plus inspiré qu'anticipé, mais ça reste que les Cubs, on voit là, avec l'acquisition de Kyle Tucker, la façon dont cette équipe-là est bâtie. On est sérieux. On est prétendant pour la première place. On veut se rendre là. On a le début de saison pour. C'est donc intéressant là, de voir comment on va réagir au cours des prochaines semaines et dans quelle direction, justement, on va aller. Est-ce qu'on reste à l'interne ou on va oser aller sur le marché des transactions? Évidemment, Marc, le dossier des Cubs, on veut gagner cette année. La transaction, je pense qu'il a amené Kyle Tucker, c'est une évidence. On ne sait pas s'il va rester. Il reste une année avant cette année avant qu'il se prévale de son autonomie complète. Tu regardes les 4 lanceurs. Marc, c'est toujours le problème. Tu dis Colin Ray va nous faire un bon travail, mais là, tu peux pas remplacer un lanceur numéro 1 par quelqu'un qui va faire un travail honnête comme 5e partant. Là. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si on peut considérer Imanaga comme ton numéro 1, mais tu regardes les tendances, ça te prend plus qu'un lanceur de premier plan pour essayer de te rendre loin. Exact. C'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'on va entendre bouger des choses au niveau des Cubs parce que on va avoir besoin d'un peu plus de profondeur. Là. Maintenant que Steele va être perdu pour toute la saison, on ne connaît pas encore l'ampleur de sa blessure, mais on sait qu'il ne lancera pas en 2025. Alors, écoute, c'est une situation où c'est un début de saison. On est encore en train d'analyser chez les équipes, Alain,
notre personnel. Une vingtaine de matchs de jouer. On est en train, il y a des équipes qui sont bien parties, d'autres un peu moins. On est confiant que certains vont débloquer. Fait que c'est pas un marché facile le mois d'avril pour les transactions. Ce qui complique un peu la tâche des Cubs. Oui, il y a quand même plusieurs joueurs qui sont tombés au cours de la dernière semaine. Marc Merrill avec San Diego, on a plus de profondeur de ce côté. On est capable je pense, de pallier à cette absence-là du côté des Padres. On parle de plus d'un mois. Herrera avec Saint-Louis, ça, je suis pas sûr qu'on avait le luxe de perdre un frappeur de la sorte. Il avait tout un début de saison, Marc. Ça a pris du temps avant qu'on lui confie le poste numéro 1. Puis finalement, au moment où on le fait, au moment où il va bien, oups, absence prolongée. Donc, écoute, du côté des Cards, je ne suis pas sûr qu'on avait des grosses attentes, mais c'est quand même une perte importante là, du côté des Cards de Saint-Louis. Tu sais, Alain, tu ne peux jamais les prévoir, ces blessures-là. Ouais, je veux dire, c'est comme si demain matin, je sais pas moi, tu prends un joueur important d'une équipe, tu le perds pour une longue période. C'est vrai que tu peux pas les remplacer par un seul joueur. C'est pas. Ouais. Fait que écoute, c'est les défis du sport professionnel. Ce sont des défis importants. C'est pour ça que la profondeur vient toujours être une question importante dans une organisation. Est-ce qu'on a des gars au niveau 3 qui peuvent venir nous aider, pallier l'absence de 3, 4, 5 semaines en attendant le retour, tu sais. Fait que c'est important, les réseaux de filiales, c'est important d'avoir des gars qui sont capables de venir nous donner un petit coup de main, mais tu sais, comment planifier, comment anticiper des blessures? Il n'y a rien d'évitant là-dedans. Là. Oui. Marc, on va rester dans la centrale. Il y a une équipe qui, on parle des Cubs, et c'est correct, mais les Reds de Cincinnati, Marc, là, leurs lanceurs sont en train de revenir. Puis, tous leurs joueurs, il y a une bonne partie de leurs joueurs clés qui sont là. McLean est revenu. Et là, tu regardes avec le retour d'Abbott, on se retrouve avec Abbott, Lodolo et Ashcraft qui viennent appuyer un des meilleurs lanceurs du baseball majeur depuis l'année passée, c'est Hunter Green, qui a moyen de points méritants en bas de 1 au moment où on se parle. Ça commence à être du solide chez les Reds de Cincinnati. Oui, les Cubs vont bien, mais je ferais bien attention aux Reds, Marc. Si on peut stabiliser la relève, là, parce que ça, c'est peut-être une faiblesse chez les Reds de Cincinnati. Mais j'aime beaucoup la façon dont cette équipe-là est en train de se bâtir avec le retour de ses blessés. Ouais, et je te dirais comment anticiper, Alain. Moi, je voyais avec l'arrivée de Terry Francona, l'éclosion probablement de De La Cruz. Et là, tu parles des lanceurs partants. Effectivement, le Hunter Green est vraiment impressionnant. Là, au cours de ses 3 derniers départs, il n'a rien donné. Là. Et il est bien appuyé. C'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'il n'est pas tout seul là-dedans. Parce que, offensivement, Alain, on n'est pas parti encore, là. Tu sais, De La Cruz, à peu près tous les points produits de l'équipe, là, je pense qu'il y en a 17, puis tu regardes le prochain, il y en a 7 ou 8, là. Mais, tu sais, il y a des gars qui sont pas partis encore aussi à l'attaque. Je me répète avec Francona, il vient d'arriver. On est en train, là, mais, tu sais, c'est quoi, 3 victoires de suite? Moi, c'est l'équipe aussi, Alain, que tu sais, dès le début de la saison, je m'attendais à de belles choses. Moi, je pense que ça va être une lutte beaucoup entre ces deux équipes-là. J'enlève rien aux Brewers, entre autres choses. Mais, tu sais, je vois pas les Pirates. C'est pas un bon début de saison pour les Pirates non plus. On a parlé des Cards. On a déjà des problèmes de blessures. Moi, je vois vraiment les Reds puis les Cubs là, se lutter cette première place-là une bonne partie de la saison. Et j'aime ce que je vois à Cincinnati. Puis en passant, ils sont le fun à regarder. Là. Tu regardes un match des Reds, là, tu sais, à l'attaque, tu as des gars comme De La Cruz. Tu veux voir ce gars-là frapper, courir, attraper. Puis là, tu as des gars comme Hunter Green qui sont spectaculaires au monticule. Une très, très bonne équipe, celle des Reds. Ils sont dynamiques. C'est pas compliqué. Exact, là, je pense que c'est le terme là, je pense qui est très approprié pour décrire un peu la façon dont les Reds jouent au baseball. Et dans le même ordre d'idée, on parlait des lanceurs, Marc. Chez les Tigers de Détroit, là, on se retrouve avec un trio de lanceurs. Il y en a 2 qui étaient des gros prospects. Bon, Jackson Jobe, avec Casey Mize, prospect là, de très, très haut niveau, qui s'en viennent appuyer Tarik Skubal. Ça commence à être dangereux, même que potentiellement, Marc, en milieu de saison, pourrait se retrouver avec un peu d'expérience pour Jackson Jobe, principalement. Mize, on sait qu'il revient d'une blessure. De te retrouver peut-être avec 3 des meilleurs bras, comme 1, 2, 3, dans le baseball majeur. Écoute, moi, j'adore ce que je vois. D'ailleurs, Tarik Skubal, c'est pas lui qui a la meilleure moyenne de points mérités là, de l'équipe qui parle. Ça donne à quel point il y a du talent de ce côté-là. Puis, tu sais, j'ai parlé beaucoup de Terry Francona avec les Reds.
On est bien dirigé aussi du côté des Tigers de Détroit. Je trouve qu'on a posé des gestes. Tu sais, la direction baseball, bon, on a l'impression là, que on avait signé Miguel Cabrera à long terme. Bon, ça s'est mal terminé dans le sens que ça a mal vieilli. Mais là, j'ai l'impression qu'on est... Tu sais, la façon qu'on utilise même Javi Baez, qui frappe près de 300, soit dit en passant, mais tu sais, il joue pas tous les jours. On trouve le moyen qu'il soit peut-être un peu meilleur qu'anticipé. Mais tu sais, encore une fois, Alain, on parle des Reds, tu me parles de trio de lanceurs partants, tu me parles des Tigers, qui, tu sais, on anticipe que ça va poursuivre leur succès. Ben, on parle d'un autre trio de partants de qualité. Ça passe beaucoup par là. Tu sais, il y a des attaques qui sont pas parties, mais tes lanceurs te gardent dans le match. Fait que c'est sûr que tes lanceurs partants deviennent... Tu n'as même pas parlé de Flaherty qui est là-dedans, qui peut connaître une bonne saison, qui a eu un très bon départ à sa dernière sortie. Fait que, un peu comme dans la centrale de la nationale, moi, du côté de la centrale américaine, ça va être une course entre Kansas City puis les Tigers. Moi, je pense que ça va être une lutte plus à deux équipes. Juste, Cleveland va tenir son bout à un moment donné. J'aime pas le départ des Twins nécessairement, mais bon, on verra bien. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux équipes qui pourraient se détacher là-dedans et qui pourraient, deux équipes qui pourraient faire les séries dans cette division-là. Oui, puis Marc, peut-être souligner aussi la part de Spencer Torkelson. On ne savait même pas si les Tigers étaient pour le garder quand le camp d'entraînement a commencé. Là. Exemple parfait, Alain, d'un gars qui... Bon, écoute, il est retourné les mineurs l'année passée. Là. Je veux dire, lui, là, la claque en plein visage, il l'a reçu. Il est parti durant l'hiver. Il s'est complètement refait. Il a réanalysé ce qu'il faisait de bien, ce qu'il faisait de moins bien. Et là, il a restructuré un peu, si vous voulez, son élan, son approche. Tout ça a été un peu repensé. Et là, il arrive au camp d'entraînement. C'était, OK, un instant, là, parce que, Alain, avant que le camp commence, là, je pense qu'il n'y avait même pas de place pour lui. Là. En tout cas, on lui a donné la chance. Et puis, regarde, il a saisi. C'est une très, très belle histoire, celle de Spencer Torkelson, d'un très bon début, en espérant que tout ça se poursuive dans son cas. Là. Oui. Marc, un mot sur les Twins et Édouard Julien. Édouard Julien, Marc, qui a commencé à mieux jouer, est passé devant quelques joueurs. Donc, ses contacts sont francs. Et les Twins ne font pas bien, mais dans le cas d'Édouard Julien, on peut dire que de son côté, il voit de plus en plus de temps de jeu, c'est mérité. Ben écoute, c'est le fun parce que là, on parlait d'un gars qui se battait pour sa place au camp d'entraînement. Mais bon, finalement, il fait l'équipe. Tu vas me dire qu'il y a peut-être eu des blessures. Peu importe, moi, je pense qu'il méritait sa place. Il y a eu un bon camp d'entraînement. Commence la saison, ne joue pas régulier. S'il joue, frappe 8 ou 9. Écoute, puis 20 matchs de la saison, il est rendu qu'il frappe premier. Alors, moi, je trouve que c'est fantastique. Encore une fois, un gars qui démontre beaucoup de motivé, mais du caractère dans cette approche-là. Frapper son premier circuit aussi de la saison. Ça joue beaucoup dans la tête, Alain. Ça joue beaucoup dans la tête, mais ta préparation, ta confiance, tout ça entre en ligne de compte. Et là, Édouard, je ne dis pas qu'il va être premier pour le reste de l'année. C'est à lui de poursuivre sur cette bonne lancée-là, mais ton équipe en arrache, toi, tu vas mieux. C'est peut-être celui sur qui on va compter là, dans les prochains jours, dans les prochains matchs, dans les prochaines semaines. Alors, bravo à Édouard Julien, il montre beaucoup de caractère là, en ce moment avec les Twins. Oui, on ne le frappe pas chez les Twins. C'est pas compliqué. Là. On ne frappe pas du tout. On ne joue pas très bien en défense. Mentalement, on ne semble pas là non plus. Marc Miranda a été rétrogradé dans le baseball mineur à la suite d'une bourde sur les sentiers. Si on peut parler vraiment d'une crampe au cerveau, jumelé à un rendement, Marc, qui n'était pas très, très bon. Dans le cas de Miranda, c'est un MPP à peine au-dessus de 400. Donc, Édouard Julien est passé devant lui. C'est pas compliqué. Mais là, les Twins, écoute, ça fait 2 ans qu'on dit il y a du talent, il y a du talent, il y a du talent. Mais, écoute, on va frapper plus éventuellement. Mais là, 6 matchs en bas de 500 déjà aussitôt. Parce qu'on lance pas si mal. Là. Tu sais, j'aime pas parler de ça au mois d'avril, mais là, est-ce qu'on va avoir besoin d'un changement d'air? Là? Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'on a déjà modifié un peu. Rappelle-toi, on a un nouvel instructeur de frappeur. En fait, 2 nouveaux. Est-ce que là, faut être patient. Je sais que le début de saison, parfois, tu as l'impression qu'il n'y en a pas un début de saison, il faut changer ça. Il reste beaucoup de matchs à jouer. C'est difficile des fois d'arriver et peser sur le bouton panique au mois d'avril. Mais à un moment donné, je veux dire, il y a de l'investissement là-dedans. Là. Il y a des sous là, impliqués. Si tu gagnes pas, ben tu vas vendre moins de billets. Là. Si tu vends moins de billets, ben il y a moins de revenus. Alors, à un moment donné, il faut
c'est important d'avoir une bonne équipe sur le terrain, puis c'est important que si on investit sur des joueurs, ben qu'on ait un rendement qui ressemble à l'investissement. Ce que j'essaie de dire, c'est que j'aime pas parler de congédiement ou de changement de gérant ou de quoi que ce soit au mois d'avril, mais qu'à un moment donné, est-ce que c'est un électrochoc que ça prend pour que cette organisation-là décolle un petit peu? On verra bien. Moi, je suis porté à être un peu plus patient, mais à croire en ce monde-là. Puis le baseball, des fois, c'est long. T'as pas un bon début de saison, mais chez les Twins, là, t'as raison de mentionner que ça fait quelques années, Alain. On dit toujours qu'il y a du talent, ça va frapper, ça va faire ci, ça va faire ça. Puis on est souvent déçus du côté des Twins. Bon, on verra comment ça va se passer de ce côté-là. Rocco Baldelli fait partie de l'organisation. Marc, on sait comment ça fonctionne aujourd'hui. Changer de gérant, je pense que ça ne changerait pas grand-chose du côté exact. des Twins du Minnesota. Exact, c'est pour ça que je dis ça. Exact, tout à fait raison, C'est le temps de la carte de la semaine qui est présentée par card-depot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On jette notre dévolu aujourd'hui sur un des joueurs les plus spectaculaires des années 80. Et je parle du joueur d'Areco, Ozzie Smith. C'est pas parce qu'il frappait des coups de circuit à 400 pieds du marbre, mais c'est probablement le meilleur joueur d'Areco. Je ne dis pas un des meilleurs, Marc. C'est le meilleur joueur d'Areco que moi j'ai vu. Ça fait une cinquantaine d'années que je suis de baseball, là. La carte numéro 107 de OPC en 87. Si vous regardez la carte un peu peut-être abîmée, vous me dites, ben c'est en raison du dommage de la cire et de la gomme qui pouvait s'y trouver. Si vous laissez ça à la chaleur, ça se peut que ça donne ce résultat-là. Et pour ceux qui écoutent la version audio, ben vous pourrez voir la carte sur notre page Facebook et sur la section cartes de baseball. C'est une section, Marc, où il y avait beaucoup de cartes recrues et de gros noms. Je vais t'en donner quelques-uns. Barry Bonds, entre autres. Bobby Bonilla, les deux qui ont été de grands amis. John Kruk, Will Clark. Si tu avais demandé à Will Clark, tu aurais dit c'est moi le meilleur du groupe. Il y avait Devon White, Rafael Palmeiro, Barry Larkin. Écoute, il y en avait énormément. Il y en a 65 dans cette série-là. Je ne parle pas des recrues seulement, mais qui sont maintenant des membres du Temple de la Renommée. On disait à cette époque-là que, même plus tard, que vous procurez cette série-là, ça va vous... Tu sais, des cartes recrues, comment ils sont prisées, vous allez devenir riche avec ça, mais finalement, vous pouvez l'avoir pour pas grand-chose si vous allez sur le web, que ce soit au Canada ou encore sur le marché américain. En ce qui concerne Ozzie Smith, Marc, le souvenir que tu as eu, probablement, c'est le même que moi. C'est-à-dire un joueur qui s'est développé offensivement. En 87, a même gagné le bâton d'argent. On n'aurait pas cru ça à ses débuts dans le baseball majeur. Puis défensivement, Marc, on l'appelait le magicien. C'est pas lui qui avait le meilleur bras au monde, compensé par une rapidité d'exécution quand il y avait la balle. La balle partait très, très rapidement. C'est comme ça qu'il avait appris à compenser son manque de puissance dans son bras. Et le terrain que ce gars-là pouvait couvrir sur le terrain, c'était vraiment spécial. Je pense pas qu'on ait revu un arrêt-court de ce type en défense. Non. Puis c'est son intuition, Alain. Lui, là, c'est comme s'il savait où la balle allait aller. Effectivement, pas le joueur le plus rapide, mais ses déplacements étaient parfaits. Tu avais toujours l'impression qu'il était en bonne position, qu'il avait anticipé que la balle allait à sa droite ou à sa gauche. Ça, c'est l'époque où il jouait, Alain, où on pouvait briser un double jeu. Et qu'on pouvait vraiment être agressif. Puis Ozzie Smith a vraiment développé le fait de sauter carrément par-dessus le coureur, de l'éviter. Écoute, payait pour voir ce gars-là jouer en défense. C'était spectaculaire à soi. Sa fameuse pirouette, célèbre aussi, là, mais et effectivement, Alain, c'est un gars qui, son QI baseball était, on va se le dire, là, vraiment plus haut que la majorité par son coup de bâton, parce que effectivement, il avait au bâton, c'est pas un physique imposant. Il a frappé des gros coups sûrs dans sa carrière. Ouais. Je veux dire, c'était vraiment un joueur non seulement spectaculaire, mais complet à ce niveau-là. Et par son travail, son acharnement, est devenu un excellent frappeur, effectivement. Mais qu'on retient de lui, par contre, Alain, c'est ce jeu en défense qui, ma foi, le magicien, là, c'était parfait comme surnom. Oui, écoute, Marc, en 1987, a terminé deuxième pour le titre de joueur le plus utile à son équipe. Est-ce qu'on aurait dû le mettre premier? Pourquoi je dis ça? C'est André Dawson qui l'avait eu cette année-là, Marc.
avec une équipe qui avait terminé dernier. Ah, Tu sais, il avait frappé près de 50 circuits cette année-là, André Dawson. Mais est-ce qu'on parle de joueur par excellence? Le joueur le plus utile, c'est le constant débat. Certains diront, sans André Dawson, les Cubs auraient fini dernier quand même. Ben, tu sais, on adore André Dawson, évidemment, pour ce qu'il a fait avec les expos et tout ça, mais effectivement, dans ce cas-ci, tu sais, j'aurais vu davantage à Ozzie Smith, mais bon, ceci étant dit, ça n'enlève rien à Dawson et ça n'enlève rien à la carrière, évidemment, d'Ozzie Smith. Absolument. Donc, Ozzie Smith est notre carte de la semaine 1987, gagnant et du gant d'or et du bâton d'argent la même année. Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, Plan de Match. Plan de Match est maintenant 2 boutiques, une à Boucherville et une au Saguenay. Allez sur le site Internet de Plan de Match pour tous les détails. Cours privé, évidemment, à Boucherville. Tout l'équipement nécessaire pour le début de saison. Alors, c'est l'endroit idéal. Je vous rappelle qu'on a des casquettes aussi à l'effigie de compte complet. Et c'est intéressant. Et dernièrement, on reçoit des messages s'il y a des produits dérivés de compte complet. Alors, je parle de ces casquettes-là, mais on sait que c'est très tendance sur les réseaux sociaux actuellement d'afficher une figurine de soi créée par intelligence artificielle. Donc, on se porte au jeu maintenant, Alain, avec compte complet. On vous demande quels seraient vos produits dérivés préférés pour compte complet. Est-ce que ce sont des balles, des bâtons, t-shirts, hoodies, photos, figurines d'action, pourquoi pas? Alors, on joue le jeu si ça vous tente d'aller sur le site Internet ou en fait sur la page Facebook de compte complet. On joue le jeu. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur notre balado, vous visitez notre site Internet qui est le www.comptecomplet.com. Marc, on va parler des Blue Jays de Toronto. C'est pas un mauvais début de saison du tout. C'est une grosse victoire remportée par les Jays au cours de la journée de dimanche. Une belle remontée. Gros coup sûr de Beau Bichette en 8e manche qui a créé l'égalité. Excellent rendement de la part de Jeff Hoffman. C'est la 2e fois qu'il lance 2 manches dans une victoire en prolongation. Il est en train d'en donner déjà. Peut-être que Hoffman avait une petite crotte contre les Orioles de Baltimore. Ça, faudrait lui demander. Mais toujours est-il que c'est pas un mauvais début de saison, même si c'est pas encore parfait. On a l'impression que les morceaux du casse-tête ne sont pas encore tombés à la bonne place, là. Je parle entre autres de Vlad et Santander, là, qui, même s'il a frappé son premier circuit en fin de semaine, là, c'est pas parfait encore. Et c'est ce qui est encourageant selon moi, parce que, tu sais, Santander a frappé, tu l'as dit, son premier circuit. Vlad n'en a pas encore. Là, c'est le retour à domicile. C'est la première fois qu'on va parler à Vlad depuis la signature de son entente, parce qu'il était à l'étranger depuis ce temps-là. Est-ce que ça va être le début de quelque chose d'intéressant? Rappelez-vous, l'année dernière, c'était un peu le même principe. Ça n'avait pas été un grand début de saison pour Vlad, ni pour l'équipe d'ailleurs. Alors là, que l'équipe va beaucoup mieux. Alain, moi, ce que je remarque aussi, tu as parlé d'Hoffman avec justesse, là, écoute, impressionnant. Là. Il arrive, puis lorsqu'on dit fermer la porte, on ferme la porte. Mais Alain, le jeu en défense, je sais qu'il y a eu des petites erreurs ici à gauche, à droite là, de Bichette, mais en général, le jeu en défense des voltigeurs et de Jiménez au 2e est quand même assez impressionnant. Donc ça, là, éventuellement, il va y avoir le retour de Varsho. Ça va certainement aider Varsho, qui était un des meilleurs joueurs en défense la saison dernière. Donc, c'est intéressant quand même de voir ça. C'est sûr que l'attaque, on verra ce qui va arriver avec Springer, qui a quitté le match, blessure au poignet. Bon, on ne parle pas de choses sérieuses, heureusement, mais ça reste que lui, elle est très bien en attaque. Est-ce qu'il va rater quelques matchs? Alors, c'est le moment là, de voir certains gars décoller un petit peu. Mais ça sent bon, Alain. Il y a des belles choses qui se produisent avec les Blue Jays actuellement. Et là, on va amorcer un séjour à domicile. Alors, la saison est pas commencée depuis longtemps, mais déjà, on peut quand même sentir qu'il y a une certaine mission qui est lancée par certains joueurs. Et les jeunes en arrachent un peu, mais je trouve qu'on montre des signes intéressants. Alors, il y a de quoi quand même être encouragé par la tenue des Jays, là. Oui, puis écoute, le rendement des lanceurs est exceptionnel depuis le début de l'année et on en a parlé la semaine dernière, ça demeure, Marc. Là, on a vu peut-être des choses différentes en fin de semaine, mais le rendement avec des coureurs en position de marquer, là où on se distingue, Marc, c'est qu'on a une très bonne moyenne de présence sur les buts. On semble avoir une meilleure approche au bâton. Donc, si on peut jumeler un peu de puissance, puis ça va venir avec, écoute, ça va passer par Santander puis Guerrero. C'est pas compliqué, là.
Exact. Ouais. C'est vraiment là que ça va se passer. Tu vas avoir un peu de puissance à gauche, à droite, là, mais tu ne demanderas pas à Jiménez d'en frapper 30 cette année. On ne demandera pas à Varsho d'en frapper 40 lorsqu'il va revenir. Ils sont capables d'en frapper, mais ça passe vraiment par tes frappeurs actuellement 3 et 4 qui sont Guerrero et Santander. On va parler de deux équipes dans l'Est brièvement. Marc, les Yankees de New York, c'est ordinaire là, comme rendement depuis le début de l'année. En fin de semaine, ils ont affronté les Giants. On reviendra, les Giants qui ont un très bon début de saison par ailleurs. Mais chez les Yankees, on se cherche. C'est pas compliqué, là, on se cherche drôlement. Marcus Stroman, blessure à un genou, mais une autre sortie catastrophique au Yankee Stadium. C'est le cas depuis qu'il est avec les Yankees, Marc. Son rendement à l'étranger est correct, mais se fait démolir au stade des Yankees. Pourtant, c'est un gars de la place, devrait connaître le... C'est pas une question d'intimidation. Pourquoi? Regarde, c'est pas le premier lanceur à qui ça arrive. Sonny Gray, c'était la même chose. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait un bon bagage derrière. Ça correspond un peu à ce que tu avais analysé avant que ça commence, Marc. C'est que ça prenait pas grand-chose pour que ça déraille chez les Yankees. Est-ce que tu penses qu'il y a une raison d'être inquiété déjà? Ouais, non, pas d'être inquiet, mais j'aimerais ça me faire rassurer. D'autres façons de le dire, peut-être. Mais c'est ça. Je trouve qu'on est quand même fragile. Je trouve qu'on est à une autre blessure près là, d'être vraiment un petit peu mal pris dans tout ça. Tu sais, des gars comme Chisholm, ça va pas bien du tout. Là, Chisholm frappait 169, bon, un MPP qui est autour de 700. C'est correct, il a produit 10 points, il a frappé 5 circuits, mais entre ça, c'est plus difficile. Alors, mais comme on a dit pour des autres équipes, on va être patient. Les Yankees trouvent toujours le moyen, bon, de jouer un petit peu mieux, de trouver des solutions, mais ça reste que je vois pas cette équipe-là en ce moment, là. L'équipe actuelle. Bon, donc sans Cole, sans Gill actuellement, sans Stanton. Je vois, puis là, évidemment, Clark Schmidt, on pourrait ajouter, mais je vois pas cette équipe-là dominer. Ça va être une bonne équipe, absolument, mais est-ce que c'est une équipe qui va dominer la division? Tu sais, moi, j'avais choisi les Red Sox. Je pourrais dire la même chose. Je vois pas en ce moment la façon dont on joue là, de dominer. Je pense qu'il y a quand même un très bon potentiel des deux équipes, mais ça reste que je trouve ça plus fragile cette année du côté des Yankees que ça l'a été par les années passées. Oui, écoute, ça frappe, mais au monticule, c'est 4,67 moyenne de points mérités. On est nettement en bas de la moyenne du baseball majeur. Je ne sais pas si tu crois en l'adage que the name of the game is pitching, mais on ne gagnera pas éternellement des matchs 8-7. Non, c'est ça. Écoute, c'est pour ça là, que tu perds tes deux partants numéro, en fait, 1 et 2, là, avec Cole et Hill. Et par la suite, tu sais, la profondeur, on revient encore à ça. C'est qui peut lancer là? Tu as Stroman qui devenait soudainement très important puis qui n'est pas capable de retirer personne pratiquement, qui se retrouve même sur la liste des blessés maintenant. Donc, on a un défi là, chez les Yankees. Il va falloir le relever. Il va falloir trouver une manière qu'on va chercher des retraits. Il va falloir jouer des matchs pour dire, j'ai 27 retraits, il faut que j'aille les chercher. Tu sais, je regarde en fin de semaine avec les Giants. C'est pas qu'on a accordé une tonne de coups sûrs non plus, mais le gros coup sûr de l'adversaire, il est présent, là, il fait mal. Là. Le gros coup sûr hier, circuit de 3 points, entre autres, là, du Coréen. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que ça n'arrivera pas toute la saison, mais il y a de quoi quand même pourrait se montrer un peu plus rassurant. Oui. Écoute, les Rays, dans cette section-là, les Jays sont premiers, jouent 2 matchs au-dessus de 500. Donc, il n'y a personne qui se démarque. Du premier au dernier, c'est ce qu'il y a de plus serré. 2 matchs et demi séparent la première de la dernière équipe. Les Rays, est-ce qu'ils vont continuer de faire des miracles? Marc, rappelle-toi la transaction de Jeffrey Springs. Je ne sais pas si tu te rappelles ce que je te disais de Joe Boyle. Rapide, moyenne 98, 5 manches, pas de coup sûr après son rappel. Ils vont nous sortir constamment la peinte du chapeau. Je ne sais pas si c'est tenable encore cette année. Moi, je pense que c'est à l'attaque qu'on va encore manquer, même si Aranda répond aux attentes, finalement. Mais ils me surprennent encore. Je sais qu'on a joué beaucoup de matchs à domicile. On n'en profite peut-être pas autant qu'on devrait. Mais est-ce que c'est vraiment des matchs à domicile, Marc, chez les Rays? On est dans un environnement qui est complètement différent. Je ne suis pas sûr qu'on est à l'aise encore là, dans notre domicile. Probablement pas. Je sais qu'il y a des joueurs pas qui se plaignent ouvertement, mais pour un peu l'expression, là, on ne traite pas d'aller jouer à Tampa actuellement parce que, on ne sent pas qu'on est dans le baseball majeur.
Tu as la clôture du champ droit, Alain, qui est la même distance que celle du Yankee Stadium. Ouais. Donc, les lanceurs vivent l'expérience constamment, de façon constante, en fait. Et moi, les Rays, là, je trouve ça difficile de les évaluer, Alain. Puis tu as raison de dire que c'est surprenant. Il y a des choses qui arrivent qui sont surprenantes. Mais je regarde leur calendrier encore. Les 2 derniers mois, là, on joue à peu près jamais à domicile. Tu sais, là, on essaie d'en profiter, mais comment anticiper ce genre de saison alors qu'on a modifié le calendrier en raison de leur situation avec leur stade? Fait qu'il faut que tu accumules les victoires tôt, là. Tu n'auras pas le choix, là, parce que il va y avoir des défis additionnels qui vont s'ajouter tout au long de la saison. Moi, encore, je crois que il va manquer d'attaque, comme tu as mentionné. Je regarde le potentiel aussi, là. Je trouve qu'on va manquer. Toute la pression est encore sur les lanceurs là, du côté des Rays. OK, 2 équipes, Marc. Les Giants de San Francisco et les Padres devancent les Dodgers au moment où on se parle. Les Giants, est-ce que c'est surprenant? On a ajouté des morceaux importants. Et je parle dans des positions clés. À l'arrêt-court, Adamez s'est joint à l'équipe, même s'il n'a pas commencé à frapper encore à la hauteur des attentes. Et tu as Lee, qui est en train de démontrer, les attentes étaient très élevées l'année passée, on est en train de comprendre pourquoi. Donc, tu ajoutes de la profondeur et du talent à l'arrêt-court, puis au champ centre. Inévitablement, Marc, si ces 2 gars-là produisent, puis Adamez éventuellement va s'habituer à son nouvel environnement, là, parce qu'on s'entend que c'est pas le même qu'à Milwaukee, là, à l'attaque surtout. Il ne fera pas 30 circuits à San Francisco. Mais c'est quand même 2 éléments clés dans une équipe qui, depuis plusieurs années, cherche à ajouter des éléments. Quelques jeunes sont là-dedans. Je pense à Fitzgerald, Bailey. On commence à avoir des éléments d'un gâteau qui pourrait élever plus vite qu'on pense. Moi, là, je vais dire là-dessus sur les Giants, c'est que les gestes qu'on a posés, tu as parlé d'Adamez, tu as parlé de Verlander qui s'est ajouté. Puis là, je souligne juste, Alain, l'importance d'un petit peu de leadership, un petit peu de, tu sais, d'avoir quelqu'un que ça y tente de gagner. Lorsqu'Adamez est arrivé, là, ce genre de joueur-là peut changer l'attitude complète dans un vestiaire. Et dire, là, les gars, on est en mission. Là. Je viens de signer un gros contrat, je comprends. Mais là, let's go. Là. On se traîne plus les pieds, on s'en va, chaque match, tu sais, puis ça fait une différence. Ça fait une différence. Puis là, tu as nommé une couple de jeunes qui arrivent et disent, hey, moi, c'est le même que je veux jouer. Puis tu comprends, des fois, là, c'est là que le gâteau prend. Et souvent, on peut analyser tout le talent qu'on veut, Alain, d'une équipe à l'autre. C'est quoi le caractère? Là? C'est qui mène là-dedans? C'est qui... Tu comprends? Il y a quelque chose d'important. Puis ça, c'est difficile pour nous autres parce qu'on n'est pas là, on n'est pas dans les vestiaires, mais moi, je suis pas mal convaincu que l'arrivée d'un Adamez, entre autres choses. Tu sais, Adamez est arrivé à Milwaukee, là. Ça s'est mis à jouer à la balle à Milwaukee. Tu vas me dire qu'on avait des bons lanceurs, on s'est mis à frapper, puis on s'est mis à jouer de la balle. Il y a des gars comme ça qui sont capables d'amener une attitude de gagnant dans une équipe. Et j'ai pas mal convaincu qu'un gars comme Adamez, probablement appuyé justement par un gars comme Verlander, les gars arrivent, ils disent hey, les gars, là, c'est le temps là, qu'on. Fait que, tu sais, je veux dire, oui, Lee va très bien. Tu as raison de mentionner la ligne du centre est beaucoup mieux. Bailey, qui est un excellent receveur, il n'y a personne qui vole contre lui. Tu ajoutes à ça, tu sais, un bon personnel de lanceur. Tu sais, Robbie Ray a connu de bonnes sorties. Mais dans ce cas-ci, là, je vais parler plus d'attitude. Puis ça, là, ça peut traîner un petit bout de temps. Puis j'ai hâte de voir si ça va se poursuivre là, du côté des Giants. Mais je suis prêt à parier que ça va se poursuivre pendant un bon petit bout de temps. Oui. Ça va-tu se poursuivre pour les Angels aussi, Marc? C'est 30 coups de circuit en 15 matchs depuis le début de la saison. Qui est le meneur dans la Ligue américaine? Ben oui, Mike Trout. Et qui est le meneur pour la moyenne de puissance? Écoute, Marc, Karen Paris. Je ne suis pas sûr que ça va durer, mais toujours est-il que Joe Adele va bien. L'attaque va très, très bien chez les Angels. Donc, Michael Trout, on se croise les doigts. On espère qu'il va jouer la saison au grand complet. Malheureusement, bon, on a un frappeur désigné à temps plein avec Jorge Soler. Moi, je mettais des doutes quant à son acquisition. Il me semble que j'aurais laissé de la place à Mike Trout pour jouer comme frappeur de choix, mais regarde, c'est le choix qu'on a fait. On se croise les doigts de ce côté-là. Et je te pose, est-ce que ça va durer, Marc? Ben, écoute,
bon, j'ai pas une boule de cristal, mais Ouais. Craig Counsell est né à sa 2e année avec les Cubs. Puis là, on se disait, bon, le payer à gros prix, ça a été une saison décevante l'année passée. Là, il y a peut-être une équipe plus à son goût. Moi, j'ai l'impression que ça va fonctionner. Là. Ça va, comme pour employer l'expression que tu as utilisée, le gâteau va prendre à ce niveau avec les Cubs. Ron Washington est probablement le gérant le plus apprécié. Et là, je parle en termes de personnalité. Ouais. J'ai l'impression que lui aussi est en train d'amener une espèce de joie de vivre dans cette équipe-là. Puis je ne sais pas si tu as vu les images de Mike Trout, qui était au champ droit, qui a voulu attraper une balle le long de la rampe. Puis là, il y a un partisan qui est venu, il a même pris sa mythe, son gant, puis il voulait que ça soit une interférence. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si tu as vu sa réaction. Là. Il est rare qu'on voit Mike Trout s'exprimer de cette façon-là. De démontrer des émotions, de démontrer une frustration, de démontrer qu'à un instant, là, ça ne marchera pas de même. J'haïs pas ça, voir ça. Des fois, c'est un gentilhomme, Mike Trout, mais là, il a démontré qu'à un instant, là, fait que ça aussi, ça peut coller sur une équipe, là, d'avoir, parce que là, on s'entend, là, les Giants, ils en arrachent depuis un petit bout de temps, puis Adamez arrive. Et les Angels, là, Mike Trout a joué 3 matchs de série depuis le début de sa carrière avec les Angels. Souvent, là, c'est dans la personnalité de l'équipe, c'est dans l'attitude. Il faut changer ça. Si ça ne marche pas, là, on ne peut pas faire les mêmes choses année après année puis penser à un résultat différent. Là. Non. Il faut changer l'attitude, il faut changer la manière qu'on se prépare probablement dans. Fait que les Angels, j'ai l'impression qu'il y a comme un changement d'air qui est en train de se faire. Je ne peux pas te garantir, Alain, que ça va continuer. Là. Je ne sais pas. Encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire. Mais j'aime ce que je vois. Je trouve ça encourageant. Je sais qu'il y a des experts baseball aux États-Unis qui disent là, les Angels sont partis pour de bon. Je ne suis pas prêt à dire ça, moi, personnellement, à mi-avril. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un tournant qui est en train de se faire. J'espère que ça va être le bon. Sans dire qu'ils vont évidemment remporter le titre de la division, mais quand tu comprends qu'il faut changer des choses puis que tu les appliques, tu les changes réellement, il peut se produire un effet très positif. Oui, puis Marc, tu sais, ce fameux partant numéro 1, là, tu veux qu'il arrête les séquences de défaites, on l'a peut-être avec José Soriano, là, qui était très, très bon. Enfin, il était très bon l'année passée, tu es en train de confirmer un petit peu là, ce qu'il avait fait l'année passée. C'est peut-être un des secrets des mieux gardés dans le baseball majeur. Ça nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Consultez le www.sylmar.ca. Notre question, croyez-vous aux anges? Bon, on n'est pas dans la spiritualité, évidemment. Vous comprendrez qu'on parle des Angels. Donc, Mike Trout, Paris, Logan O'Hoppe, un MPP au-dessus de 1000. Quelques lanceurs qui vont probablement mieux lancer. Kikuchi, notamment, qui jusqu'ici ne lance pas au même niveau qu'il l'avait fait l'année passée, notamment avec les Astros ou même les Blue Jays. Donc, y croyez-vous? On vous demande de vous exprimer. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/compte-complet-balado, encore sur notre site internet compte-complet.com. On vous propose notre segment Cercle d'attente. C'est une gracieuseté de baseballbob.ca, auteur de livres qui portent sur le baseball, des livres pour les jeunes. D'ailleurs, on vous suggère très fortement de vous prêter à cet exercice de lecture. Ça peut être sur le sport, ça peut être sur un sujet de votre choix pour vous ouvrir les horizons. Et en ce qui concerne le sport, au Québec, on sait que la littérature de ce côté, particulièrement dans le monde du baseball, s'élargit beaucoup d'année en année. On vous encourage fortement à lire, surtout les jeunes, des histoires palpitantes de Baseball Bob, ce qui nous amène au portrait de la semaine. Jarren Duran des Red Sox de Boston marque choix de 7e ronde en 2018 des Red Sox de Boston. Ça a pris 4 ans avant qu'on le voit sur le radar des 100 meilleurs prospects. Et je parle de toute publication et tout spécialiste confondu. 2022, donc ça a pris 4 ans. C'était pas un prospect de premier plan, mais très tôt, il s'est distingué. Sa première année chez les professionnels, moyenne au-dessus de 350, MPP au-dessus de 900. C'est pas le plus gros, pas beaucoup de puissance. Je ne savais pas exactement quelle position était pour le faire jouer. Mais c'est de la persévérance, Marc. Ça a pris 4 ans avant que finalement, il se distingue et qu'on le voit sur le radar. Et même qu'il a fait ses premiers pas dans le baseball majeur avant finalement qu'il vienne à bout à percer
le top 100. C'est un bel exemple de persévérance. Écoute, Alain, vraiment, parce que ça a pris effectivement un petit peu de temps pour lui à se développer, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il a réussi à exploiter ses grandes forces. Et je te dirais que sa plus grande force, c'est sa combativité. C'est son désir que ça fonctionne. Regarde, c'est le gars là il va défoncer des clôtures. Puis, tu sais, au moment donné, on trouvait ça, on trouvait que non seulement c'était un bon joueur, mais il manquait, tu sais, c'était pas raffiné, hein? Tout était rough, là, tu sais, on court rough, Ouais. mais à un moment donné, il a raffiné tout ça, puis c'est devenu, écoute, un très bel athlète. On va se le dire, le gars peut frapper pour la moyenne, là, tu vas me dire pas encore cette année, là, mais il peut frapper pour la moyenne, peut frapper pour la puissance, il peut voler des buts. Moi, j'ai trouvé qu'il est pas mal meilleur au champ centre qu'il est au champ gauche actuellement. Mais c'est une adaptation de jouer au champ gauche à Boston, faut-il le dire. Ouais. Il n'y a rien d'autre dans le baseball qui existe que ce qu'on vit lorsqu'on joue au champ gauche au Fenway Park. Là. Fait que j'excuse pas les Annie Ramirez de ce monde, là, mais c'était pas... À son expérience, ça n'avait pas été concluante. Mais ça reste que c'est pas facile de jouer au champ gauche. Alors, bravo, belle histoire. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est sûr que ça vient avec des retraits sur des prises, surtout dans ce début de saison. Ouais. Mais il fait partie, moi, des raisons pour lesquelles j'ai placé les Red Sox pour gagner le titre de la division S. Je vois que ce gars-là peut débloquer à tout moment, peut transporter une équipe, peut amener une énergie qui est contagieuse. Alors, vraiment, une très, très belle histoire pour Durant. Toute une saison l'année passée, 48 doubles, 14 triples, 21 coups de circuit, c'est plus de 80 coups sûrs de plus d'un but, 34 buts volés. Il a vraiment été très, très bon avec les Red Sox de Boston. C'est un joueur issu du programme de baseball de Cal State Long Beach. Parmi des joueurs actifs qui se démarquent, qui viennent de Cal State Long Beach, on retrouve Jeff McNeil et parmi les autres qui ont fait leur marque dans le baseball majeur, Troy Tulowitzki, Ivan Longoria, Jason Giambi vient de Cal State Long Beach. Dans le cas de Giambi, il a peut-être passé plus de temps sur la plage que sur les bancs d'école à Cal State Long Beach. Remarque, ce ne serait pas surprenant si c'était le cas dans le cas de Jason Giambi. Ce mardi, c'est la journée Jackie Robinson. On célèbre ça comment? Ben, tous les joueurs dans le baseball majeur vont porter le numéro 42 qui a été retiré partout au sein de toutes les équipes. Et le baseball majeur a souligné, ça fait une dizaine de jours à peine, Marc, que le nombre d'Afro-Américains commence à augmenter tranquillement. Et ça, il faut bien le dire, il y a plusieurs raisons. Une de ces raisons, c'est qu'on a mis énormément d'efforts pour promouvoir le baseball dans les centres-villes et dans les communautés, justement, afro-américaines aux États-Unis. Il y a une région particulière, là, il faut bien le dire, la région d'Atlanta qui en a profité peut-être plus que d'autres, dans lesquelles, en tout cas, on avait des bonnes personnes. Parce que ça, c'est important, Marc. Tu as beau avoir des programmes, si tu n'as pas des bonnes personnes, il n'y aura pas de fruits qui vont sortir de ces arbres-là. Mais visiblement, dans le coin d'Atlanta, en Georgie, on a fait de l'excellent boulot. Marc, on l'avait observé, cette tendance, dans les derniers repêchages, qu'il y avait de plus en plus de jeunes Afro-Américains qui étaient repêchés. Et une autre raison, je ne sais pas si c'est négligeable ou non, mais c'est un fait qu'il y a beaucoup de parents qui hésitent davantage maintenant à envoyer leurs jeunes jouer au football. Donc, est-ce qu'on enlève des jeunes au programme de football? Je pense qu'il y a un petit peu de ça, mais pour le calculer de façon tangible, ça prendrait des études plus poussées, même si c'est une tendance qu'on a observée. Mais toujours est-il que les programmes du baseball majeur semblent fonctionner et on verra au fil des années, je pense, Marc, voir si ces programmes-là fonctionnent. En tout cas, cette petite augmentation-là semble nous diriger à la bonne place. Il y en a beaucoup de programmes, Alain. Si vous allez sur le site du baseball majeur, là, il y a beaucoup de programmes qui aident ces jeunes-là à se faire connaître davantage. Je sais qu'il y a une multitude. Il y en a plusieurs des joueurs qu'on voit actuellement dans le baseball majeur qui proviennent de ces programmes-là. Il y a des gros efforts qui ont été faits. Et je pense que là, on est en train de voir le fruit de tout ça. Puis, écoute, c'est le baseball qui va être gagnant dans tout ça, là, parce que ce sont tous des très, très bons athlètes. Tu sais, tu as parlé de Hunter Green tantôt. C'est un produit directement des programmes du baseball majeur. Alors, bravo. On a besoin de ça. Puis tu as raison de mentionner que souvent, ces athlètes-là, ils peuvent choisir leur sport. Ils pourraient jouer au basketball, au football.
Dave Winfield, là, bon, on recule dans le temps, là, mais c'est un gars qui pouvait faire 3 sports à un moment donné. Bon, alors, c'est sûr que on choisissait moins le baseball à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas se taper 3-4 ans de ligue mineure. Alors que moi, je suis plaquette pour aller directement dans la NBA ou dans la NFL. Et là, c'est moins vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que là, les joueurs arrivent, les programmes universitaires sont meilleurs, les programmes du baseball majeur. Oups, le gars arrive. On se pas 4-5 ans dans les ligues mineures. C'est peut-être 1 an, peut-être des fois moins même dans le baseball mineur. Alors, et une carrière qui peut s'étirer un petit peu plus longtemps. Alors, effectivement, il y a des athlètes afro-américains qui choisissent davantage le baseball et c'est toutes nous autres qui vont en profiter. Alors, moi, je trouve ça fantastique. Ça tombe bien, on célèbre encore une fois Jackie Robinson ce mardi dans le baseball majeur. Fait que, il faut continuer, par contre. La bataille n'est pas nécessairement gagnée, mais il faut continuer à promouvoir et à faire en sorte que le baseball, c'est pour tout le monde. Que tout le monde peut y avoir accès, puis tout le monde peut avoir sa chance. Et parmi les sports que tu as nommés, c'est peut-être le sport qui, peu importe vos qualités athlétiques, votre gabarit, c'est un sport qui vous permet de vous distinguer, même s'il faut l'admettre que, Marc, il y a des préjugés qui demeurent dans la façon de recruter les joueurs. On les aime grands, les athlètes, on les aime forts, on les aime athlétiques. José Altuve, lui, va vous dire, c'est pas nécessaire de mesurer 6 pieds 5. Ah, écoute, Bregman va vous le dire, Mookie Betts va vous le dire. Je veux dire, il y en a une multitude de c'est ça qui est le fun. Est-ce qu'il faut que tu travailles peut-être un petit peu plus fort pour te faire connaître? Absolument. Mais tu peux passer. On peut passer, puis ça, c'est encore la beauté de la chose, mais tout le monde recherche le 6'3", 200 livres qui court comme le vent, là. Je veux dire, mais il y en a pas tant que ça. Oui. Marc, le baseball est un petit monde, le milieu des médias est un petit monde. Je veux juste souligner le décès de Camille Dubé, qui a été descripteur des matchs de baseball à Radio-Canada à l'époque où la Société d'État faisait des matchs de baseball. Tu as travaillé pour la Société d'État, c'était avec René Potier à ton époque. Donc, écoute, Camille Dubé, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait du baseball à la télé. À cette époque, Camille Dubé, lui, qui était un de ceux qui ont eu le privilège de le faire, donc décédé, ça fait une dizaine de jours. On lève notre chapeau à son legs et évidemment, nos condoléances à toute la famille, puis à toute la famille, je dirais, radio-canadienne, là, où il a fait toute sa carrière, Camille Dubé. Et c'est unanime, Marc, c'est un collègue qui a été fort apprécié là, au cours de sa carrière. Là. Écoute, moi, j'ai adoré côtoyer Camille Dubé. C'est un gars qui a travaillé longtemps avec Claude Raymond. Justement, la Société Radio-Canada, est vraiment un chic monsieur. À tout point de vue, là, vraiment un chic monsieur. Alors, effectivement, la grande famille baseball qui perd un excellent porte-parole aussi. Tu vois, il y avait un amour pour le sport, assurément. Alors, il repose en paix, notre cher Camille Dubé. C'est le temps de l'horaire des matchs de la semaine du baseball à RDS, une présentation de Lester, le choix numéro 1 des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931, que ce soit au stade, que ce soit chez vous dans votre salon ou entre amis, rien ne bat le goût totalement authentique de nos hot dogs et smoked meat, Lester's. 3 matchs comme à l'habitude, lundi, mercredi et dimanche. Lundi, on verra un duel de la section Est de Ligue américaine. Boston contre Tampa Bay, c'est à 19h, match présenté à RDS 2. Mercredi, on verra les Yankees de New York contre les Royals de Kansas City, match présenté à RDS 2 à compter de 19h. Et dimanche, ce sera un duel entre les Astros de Houston à domicile contre les Padres de San Diego, match présenté à RDS. Et comme dans les autres cas, ce sera à 19h. On verra les Padres. Moi, j'ai très hâte de les voir avec Tatis, Machado, Bogart et compagnie. Ils ont un personnel de lanceurs peut-être mésestimé compte tenu là, de toutes ces super vedettes là, qui sont dans cette équipe. Dylan Cease notamment et Michael King. Michael King qui est excellent. Une acquisition dont on ne parle pas souvent. Ça a coûté Juan Soto, mais le rendement de Michael King est en train de justifier cette transaction-là, compte tenu que Soto est parti des Yankees. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. Tout le monde, Alain Usereau, Mark Griffin, ainsi que notre coordonnateur technique Martin Villeneuve. On se souhaite une bonne semaine de baseball. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.